Voilà, bonsoir à tous et à toutes pour cette nouvelle conférence autour du sujet de la restitution du patrimoine culturel africain à partir du petit livre d'Arnaud Bertina, des lions comme des danseuses. Pour lancer ce sujet, je voudrais partir d'un poème, un poème d'un poète nigérian, Niyi Osundare. Ce poème est intitulé Mémoire de l'Afrique. C'est la traduction de l'anglais. Et ce poème est daté de 1998. Et donc, Olivier va se charger de cette première lecture. Je cherche Oulé Yen Yetouye, bronze d'Ifé. Il est à Bonn, répond la lune. Je cherche Ogide Igboying Borin, masque du Bénin. Il est à Londres, répond la lune. Je cherche Dinkowawa, trône d'Ashanti. Il est à Paris, répond la lune. Je cherche Togon Gorewa, buste du Zimbabwe. Il est à New York, répond la lune. Je cherche, je cherche, je cherche la mémoire de l'Afrique. Les saisons disent qu'elle souffle dans le vent. Le bossu ne peut dissimuler son fardeau. Ce que dit ce magnifique poème de Niyi Osundare, c'est l'absence de la mémoire de l'Afrique en Afrique, dans l'opposition entre ces noms d'origine de tous ces trésors, de ces œuvres d'art nées en Afrique, mais qui se trouvent désormais donc ailleurs, partout dans le monde, mais plus en Afrique. La mémoire de l'Afrique se trouve, selon ce poème, partout dans le monde. Cela pourrait avoir un côté positif, naturellement, mais en même temps, ce que dit le dernier vers, le bossu ne peut dissimuler son fardeau, c'est que cette absence de la mémoire africaine en Afrique ne peut pas ne pas être douleur, ne peut pas ne pas être souffrance. L'Afrique n'est naturellement pas le seul pays sujet à ce problème de restitution de ces œuvres d'art enlevées, spoliées. Régulièrement, la Grèce réclame les frises du Parthénon au British Museum, et on pourrait citer de très nombreux exemples. Il y a cependant une spécificité de l'Afrique, à savoir que 90 à 95% des œuvres africaines, du patrimoine africain, ne se trouvent plus en Afrique. Pour donner un ordre de grandeur, au seul musée du Quai Branly, à Paris, il y a 70 000 objets africains donc en dépôt. Donc pour dire l'importance de cette absence de la mémoire de l'Afrique en Afrique. Le deuxième petit texte dont je voudrais partir, il est moins poétique, mais il pose bien le problème, c'est le discours d'Emmanuel Macron au Burkina Faso le 28 novembre 2017, où Emmanuel Macron dit ceci: « Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. » À la suite de ce discours de Ouagadougou, au Burkina Faso, le président de la République a nommé 2 universitaires, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr,
pour lui rendre un rapport sur cette restitution des œuvres d'art du patrimoine africain. Ce rapport a été rendu au président de la République après 8 mois de travail et ce rapport a été publié. On peut se le procurer facilement. Il est intitulé, donc, sous le nom de Bénédicte Savoie Felwinsar, il est intitulé Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle. C'est un rapport qui porte sur 4 pays de l'Afrique subsaharienne francophone, le Bénin, le Sénégal, le Mali et le Cameroun. Et c'est un rapport qui ne concerne que les collections publiques, c'est-à-dire les œuvres d'art qui se trouvent dans les musées. Cela ne concerne pas les collections du marché privé, les collections détenues par des collectionneurs privés. Ce problème de la restitution des œuvres d'art du patrimoine africain, la littérature se l'était déjà posé quelques années auparavant avec le petit livre d'Arnaud Bertina. La première publication de ce petit livre date de 2015, donc Des lions comme des danseuses, et Arnaud Bertina a republié ce petit livre après le déclenchement du débat passionné auquel a donné lieu le rapport de Bénédicte Savoie et Felwinsar, et il a publié donc alors une version enrichie de ce petit livre avec 2 petits textes supplémentaires qui viennent s'ajouter à la fable, à l'espèce de conte philosophique que comportait la première version, 2 petits textes argumentatifs où il est traité, l'un de Bénédicte Savoie, l'autre de lui-même, où il est traité de ce problème, donc de la restitution. Bon, Arnaud Bertina, certains d'entre vous le connaissent, puisque je l'avais fait venir, je crois, il y a 2 ans maintenant, pour son roman Des châteaux qui brûlent, et c'était à cette occasion qu'il m'avait donné ce petit livre, dont je parle aujourd'hui, ce petit livre qui m'avait vraiment bouleversé quand je l'avais lu. Arnaud Bertina est un des romanciers actuels les plus intéressants, me semble-t-il. Il a écrit déjà une quinzaine de romans. C'est un auteur très engagé et en particulier engagé pour l'Afrique. Il travaille beaucoup avec des ONG en Afrique. Le dernier livre qu'il vient de publier en 2020 s'appelle L'âge de la première passe et c'est un livre qui est sorti de l'atelier d'écriture qu'Arnaud Bertina a animé au Congo avec des prostituées congolaises. Je vous présente rapidement ce petit livre dans sa version de 2019, donc dans sa version enrichie, complète, donc de 2019. Il y a donc dans ce petit livre d'abord une fable intitulée Des lions comme des danseuses. Alors, cette fable commence par un prologue autobiographique dans lequel le narrateur, qui est Arnaud Bertina lui-même, raconte une rencontre qu'il a effectuée au musée du roi de Bangoulap au Cameroun. Le roi de Bangoulap, c'est un de ces rois coutumiers qui existent au Cameroun. Et au cours de la conversation avec ce roi coutumier, le roi se plaint auprès d'Arnaud Bertina du fait que chaque fois qu'il va à Paris, il soit obligé de payer le ticket d'entrée au musée du Quai Branly, cela pour voir les objets d'art fabriqués par ses propres ancêtres. Et donc, il trouve cela quelque peu scandaleux. Et Arnaud Bertina donc émet devant lui l'idée qu'il serait bien, effectivement, que la France donc offre la gratuité pour l'accès à leurs œuvres d'art aux habitants donc de l'Afrique. On entre à partir de ce moment-là, après ce prologue, dans la fiction à proprement parler d'Arnaud Bertina, et il raconte, donc on est là maintenant dans la fable, dans la fiction, il raconte que son idée fait son chemin dans l'esprit de ce roi, qui s'allie avec d'autres rois coutumiers du Cameroun pour adresser à la direction du Quai Branly à Paris
une lettre demandant la gratuité d'accès au musée pour les habitants donc, du Cameroun quand ils veulent voir les œuvres donc, fabriquées par leurs ancêtres. Cette lettre fait crouler de rire la direction du musée Branly et la lettre est classée sans suite, on n'y répond même pas. Quelques mois plus tard, les mêmes rois africains adressent une nouvelle lettre à la direction du musée. Le ton est cette fois-ci plus comminatoire. La même demande d'accès gratuit au musée est demandée, mais cette fois-ci, les rois accompagnent leur demande d'une menace. En cas de refus du Quai Branly, ils demanderont, en s'adressant à l'UNESCO, en s'adressant à l'Union européenne, la restitution de 3 objets devenus des objets symboliques du musée du Quai Branly, en particulier le trône de ce roi de Bangoulap, qui se trouve donc être l'objet emblématique dont le musée se sert pour le faire figurer sur ses publicités et qui a été créé donc au Cameroun. Cette fois-ci, la direction du musée prend peur devant la demande de restitution et elle accorde la gratuité revendiquée par ces rois coutumiers. Le musée du Quai Branly pense avoir mis un terme à l'affaire, mais les rois se disent que si le musée du Quai Branly a lâché sur ce point, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est qu'on peut pousser l'affaire et on peut s'engouffrer donc dans la brèche qui a été ouverte. Commence alors une série de demandes adressées par ces rois et ces demandes vont à chaque fois de plus en plus loin et le musée, pris de panique, pris de peur, et même les hauts fonctionnaires de Bruxelles qui sont convoqués acceptent chacune des demandes de plus en plus poussées de ces rois coutumiers. Et donc, ils demandent l'accès à toutes les expositions d'art premier. Ils demandent ensuite la gratuité des visas pour aller voir ces œuvres d'art dans les musées de Paris. Ils demandent ensuite la gratuité d'accès aux œuvres de leur patrimoine pour tous les autres pays à qui des œuvres d'art ont été enlevées, ont été spoliées. Ils demandent, scandale absolu, cela empêche de dormir tous les directeurs de musées d'Europe, ils demandent que des œuvres d'art européennes, occidentales, soient prêtées de manière provisoire aux musées d'Afrique. Et pour finir, ils demandent la gratuité d'accès dans tous les lieux de culture français. La fable d'Arnaud Bertina se termine sur cette phrase: l'Europe entière était en train de devenir gratuite. Donc, la série de demandes de ces rois coutumiers bouscule complètement le monde culturel européen et met l'Europe donc au bord de la gratuité. Voilà ce que raconte donc le petit texte d'Arnaud Bertina. Il est accompagné donc dans la version définitive d'un texte argumentatif de Bénédicte Savoy, donc, qui est l'une des auteurs du rapport, donc rendu à Emmanuel Macron. Elle est professeure au Collège de France maintenant. Dans ce petit texte, donc, Bénédicte Savoy souligne le caractère de pertinence très forte du texte d'Arnaud Bertina, qui pose de manière extrêmement subversive, selon elle, toutes les grandes questions soulevées par la restitution de ces œuvres d'art du patrimoine africain, et elle remet en perspective historique ce problème de la restitution des œuvres d'art. Le deuxième petit texte qui accompagne la fable est un texte d'Arnaud Bertina lui-même qui est intitulé « Considérer » et qui a été écrit donc en 2019, donc en pleine
discussion extrêmement violente suscitée par le rapport Savoie-Sarre. Dans ce petit texte, Arnaud Bertinat prend parti de manière très ferme pour la restitution de toutes les œuvres d'art du patrimoine africain qui ont été spoliées, qui ont été enlevées illégalement donc à l'Afrique. Et il argumente donc sa position dans ce petit texte. Mais il dit dans ce petit texte aussi que par-delà le problème de la restitution, ce dont il a voulu parler dans sa petite fable, c'est de la nécessité pour l'Europe d'installer un nouveau dialogue culturel avec l'Afrique. Il faut que la relation culturelle entre l'Europe et l'Afrique change, il faut cesser cette relation asymétrique fondée sur un certain mépris de l'Europe pour l'Afrique et aborder donc de nouvelles façons de dialoguer. Voilà donc de quoi se compose l'ouvrage d'Arnaud Bertinat. Alors je voudrais, pour présenter cette conférence et ce problème de la restitution, d'abord envisager la fable d'Arnaud Bertinat lui-même, et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'élargirai aux deux textes d'accompagnement et au rapport publié par Bénédicte Savoie et Felwine Sarr pour prendre un peu de hauteur par rapport au problème de la restitution des œuvres d'art du patrimoine africain. Alors, la fable d'Arnaud Bertinat. On peut dire de ce texte, si on veut le caractériser du point de vue du genre, que c'est une fable, c'est le terme que Bertinat emploie lui-même, mais on pourrait dire aussi que c'est une sorte de conte philosophique à la mode du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le conte philosophique, un certain nombre de contes philosophiques mettaient en relation deux cultures, une culture dominante, la culture occidentale, et une culture dominée, diverse, en l'occurrence donc ici la culture africaine. C'était le procédé qu'on appelait le procédé de l'œil étranger. Quand on veut faire la critique d'une société dominante, on peut prendre le point de vue d'une culture dominée, dite inférieure à cette culture dominante, et souligner toutes les failles, souligner toutes les absurdités de la culture dominante. C'est ce qu'a fait Voltaire dans l'Ingénu, c'est ce que Diderot a fait dans le supplément au voyage de Bougainville, c'est déjà ce qu'avait fait Montaigne dans son essai intitulé Des cannibales, ou c'est ce que, sous une forme un petit peu plus développée, fera encore au XVIIIe siècle Montesquieu dans ses fameuses lettres persanes. Le conte philosophique vaut tout d'abord sur le plan littéraire par la brièveté, par la concision qui est la sienne. C'est une forme courte. Le petit livre d'Arnaud Bertinat est vraiment très bref, c'est un tout petit format, mais ce petit format est une arme terrible, c'est une arme d'une efficacité très forte, c'est une forme qui transperce, c'est une arme, c'est une lame qui transperce. Le romancier italien Italo Calvino disait qu'une des valeurs de la littérature du XXIe siècle serait la rapidité, la vélocité, et Arnaud Bertinat illustre parfaitement cela avec ce petit texte vif, rapide, transperçant. Ça, c'est sa première valeur. La deuxième force de ce texte, c'est sa puissance comique. À tous les degrés du comique, depuis le comique recherché, l'humour, jusqu'à des formes basses du comique qu'Arnaud Bertinat aime beaucoup. Arnaud Bertinat, dans ce petit texte, évoque par exemple la réflexion d'un supporter de football italien après la victoire de l'Italie sur la France en football. Et ce supporter donc hurle dans la rue « Et maintenant, rendez-nous la Joconde ». Donc c'est une blague, et Arnaud Bertinat aime ce comique bas, ce comique de la blague,
hein, qui peut poser donc des problèmes de manière pertinente. Et donc, le petit texte d'Arnaud Bertina, c'est une farce. Hein, c'est un tour que jouent des réputés faibles à des réputés puissants. Et ce que font les faibles ici tient de la logique carnavalesque. Hein, comme au carnaval, les autorités sont renversées, ce sont les faibles qui l'emportent, hein, qui mettent cul par-dessus terre le monde tel qu'il existe et qui renversent complètement la culture dominante. Et donc, le rapport de force existant est totalement chamboulé à la fin donc, du petit conte d'Arnaud Bertina. Une autre forme de comique présente dans ce texte, c'est le comique de la boule de neige. Hein, à partir de la brèche que les rois coutumiers ont ouverte, leur demande se fait de plus en plus forte, va de plus en plus loin. Donc la boule de neige des demandes grandit et une panique s'empare véritablement des Occidentaux devant cette énorme boule de neige qui est en train de fondre donc sur l'Europe. Et à l'arrivée, on a ce comique très fort de la disproportion entre la cause et l'effet. Au départ, il y avait un tout petit truc, il y avait le prix d'entrée du musée du Quai Branly, dont les Africains, dont les Camerounais voulaient être dispensés. À l'arrivée, il y a la gratuité de l'Europe qui menace. On voit quelle dimension a pu prendre ce tout petit problème donc de départ. Première lecture de ce conte de Bertina, c'est le début de la fable à proprement parler. Donc, Olivier, à toi. Voilà, je vais essayer d'être également à l'image. Bon, je ne sais pas que ce soit essentiel. Voilà. C'est en avril 2016, ensuite, que la balle a rebondi. Un ami travaillant comme guide m'adressa un mail. Il se souvenait que j'avais séjourné là-bas. L'info m'intéresserait peut-être. Plusieurs rois camerounais avaient écrit à la direction du musée des Arts Premiers, avec copie à la ministre, précisait le courrier reçu. Le conservateur de service aurait pu décider qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais la lettre était rédigée dans un style qui garantissait son authenticité paradoxalement. L'Assemblée des chefs du pays Bamileke réclamait la gratuité du musée pour les 200 000 Bamileke vivant au Cameroun. Le conservateur mentionna cette lettre en réunion de service et, comme de bien entendu, il ne se trouva personne pour demander qu'elle soit classée sans suite, car chacun l'avait déjà classée sans suite mentalement. Lorsqu'à l'automne suivant, une nouvelle lettre parvint, identique à la première, c'est par le journal que j'en entendis parler. Un long paragraphe avait été ajouté à la lettre d'avril. Si le musée s'entêtait à ne pas répondre, le Conseil des chefs menaçait de s'adresser à l'UNESCO, à l'Union européenne, au gouvernement français, que nombre de Camerounais connaissent aussi bien que celui de Paul Biya, qui était alors président depuis une trentaine d'années. Si cette gratuité du musée n'était pas accordée, les chefs réclamaient la restitution des 3 objets Bamileke exposés par le musée. Vœux pieux durant de longues années, agités seulement à des fins nationalistes, la Grèce réclamant à Londres les frises du Parthénon par exemple, la question des restitutions était devenue dans les années 90 un dossier de plus en plus brûlant. Les différentes instances internationales ayant accru leurs prérogatives, l'Occident se trouvait acculé par ces organisations qu'il avait lui-même créées. Il avait donc pu mépriser longtemps, jusqu'à ce que, possédant suffisamment d'États membres pour ne plus faire de complexe d'infériorité vis-à-vis d'aucun d'eux,
ces instances en viennent à se porter caution ou à soutenir réellement plusieurs de ces demandes. De sorte que l'on en vit aboutir à la stupeur des parties concernées, depuis les grands antiquaires et commissaires-priseurs du monde entier, jusqu'aux petits États pillés ou aux grands musées qui se mirent à passer en revue les dossiers des œuvres les plus connues de leur collection. Les collectionneurs juifs spoliés par les nazis ou certains États commencèrent à croire qu'ils allaient pouvoir récupérer une partie des tableaux qui leur avaient appartenu et sur lesquels Göring, la plupart du temps, avait fait main basse, puis certains musées allemands ou certains coffres de banques suisses. La réunion de service du 2 novembre 2016 fut donc intégralement consacrée à cette seconde lettre et à la nouveauté qu'elle contenait. On ne commenta plus le style fleuri, les arabesques et les camerounismes. Vous savez comme moi que le trône de Bangoulap est un des chefs-d'œuvre du musée, qu'on le retrouve sur presque tous nos dépliants, qu'il a été choisi l'année dernière pour figurer sur les affiches distribuées dans les écoles, qu'il est aussi, ça me revient, dans les 5 types de guides présentant le musée. Par ailleurs, nous pouvons avoir l'UNESCO contre nous. Puis, les collections rassemblées constituant un hommage à ces civilisations, comment comprendre que le musée en dédaigne les descendants au point de ne pas leur répondre? Il en allait donc de l'éthique du musée, à côté de quoi, en 2016 ou en 2017, le sérieux scientifique ne pesait rien ou pas bien lourd. Un seul manquement éthique et il serait oublié, effacé, le coup d'éclat réalisé par la France avec l'ouverture de cette nouvelle mouture du musée de l'homme et le geste architectural de Jean Nouvel. Impossible d'être le pays de Lévi-Strauss ou de Jean Rouch, comme aussi bien celui qui traitera cette ethnie par le mépris. Et chacun savait qu'Ébranly, et surtout ceux qui avaient auparavant travaillé au Trocadéro, que la plupart des dossiers d'œuvres étaient lacunaires, sombrement. On avait beau jeu d'affirmer qu'elles avaient été achetées, car certains explorateurs ou les représentants de l'État français, quand ce n'étaient pas les scientifiques eux-mêmes, avaient sans doute troqué ces œuvres contre peu d'argent, des babioles, des menaces. Aucune transaction inattaquable, certainement. Certes, il était possible d'affirmer qu'en les volant, on les avait sauvés, mais c'était tout de même tordu. Merci Olivier. Donc, sous la forme concise que j'ai soulignée et grâce à cette arme du comique, la fonction du conte philosophique qu'est le texte de Bertina est de soulever donc un certain nombre de problèmes philosophiques, culturels. Donc, je voudrais en souligner 3 de ces problèmes posés par Arnaud Bertina. Alors, tout d'abord, sur le plan de la restitution, l'originalité du texte de Bertina, c'est de poser le problème de la restitution, non pas en termes de propriété à proprement parler, mais en termes d'accès. Bon, ce que demandent les rois coutumiers du Cameroun, ça n'est pas la translocation des œuvres, ça n'est pas que ces œuvres qui sont dans les musées comme le Quai Branly reviennent en Afrique, bien qu'ils s'en considèrent comme les propriétaires, ils demandent à y avoir accès. Et donc, ils demandent à pouvoir rentrer gratuitement dans ce musée et ils demandent à pouvoir circuler en Europe pour se rendre donc dans ces musées où se trouvent les œuvres de leur patrimoine. En cela, ces rois coutumiers mettent en question le problème que l'on appelle l'universalisme des musées. Lorsque les musées européens défendent leur légitimité à posséder donc toutes ces œuvres d'art issues d'Afrique, ils mettent en avant l'argument de l'universalisme. L'argument des musées, c'est
nous considérons toutes les œuvres comme grandes, comme importantes, comme égales, nous les présentons toutes et nous offrons donc toutes ces œuvres à voir, à regarder, donc au monde entier. C'est l'argument qu'en 2002, tous les musées européens avaient mis en avant quand les demandes de restitution commençaient à tomber. Les directeurs de musées européens avaient écrit une lettre commune où ils défendaient cet argument de l'universalisme. Nous présentons toutes les cultures, c'est là notre légitimité. Bon, les rois coutumiers camerounais font exploser cet argument de l'universalisme dans la mesure où cet universalisme ne vaut que pour les Européens. Quand on habite Paris, on peut profiter effectivement du spectacle de toutes les œuvres d'art venant de partout dans le monde et également d'Afrique. En revanche, si j'habite au Bénin, je ne peux pas avoir accès à cet universalisme. Donc, il me sert à quoi cet universalisme? Donc, l'idée de l'universalisme est une idée illusoire, c'est un argument illusoire. Ça ne vaut que pour la culture qui détient, qui a la possession de ces œuvres d'art. Elle a accès à toutes ces œuvres d'art, mais ça n'est pas le cas des cultures dominées comme la culture africaine. Donc, c'est tout l'argument universaliste qui explose. Pour autant, les rois africains ne défendent pas une position nationaliste. Ils ne disent pas il faut que ces œuvres d'art qui ont été créées par nos ancêtres et qui nous appartiennent reviennent dans nos musées, chacun chez soi, chaque œuvre d'art dans le pays où elle a été créée. Ça n'est pas non plus ce que réclament ces rois coutumiers. Ils réclament d'avoir accès à ces œuvres partout là où elles se trouvent, donc gratuitement. Donc, le problème est posé en termes d'accès, en termes de partage, de possibilité d'accéder donc aux œuvres créées donc par ses ancêtres. Voilà donc le premier problème posé par Arnaud Bertina à travers la position de ces rois. Le deuxième problème posé, c'est celui de la gratuité dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel, l'Europe, durant ces dernières décennies, a suivi une logique néolibérale. Les musées ont vu leurs subventions diminuer. Tous les musées se sont creusé la tête pour augmenter leur billetterie, trouver les moyens de louer leurs locaux, etc., pour pouvoir obtenir des fonds supplémentaires personnels pour faire fonctionner simplement leur boutique. Et donc, ces dernières années, les musées sont allés dans la logique exactement inverse de la gratuité. Chaque musée est devenu une espèce de petite entreprise devant assurer donc son autonomie sur le plan économique. Eh bien, ce que montre ce petit texte d'Arnaud Bertina, c'est qu'on fait fausse route et qu'il y avait en Europe, il faut remonter là à la Révolution française, il y avait cette idée que le patrimoine devait être accessible au peuple gratuitement. La culture doit être gratuite. En 1789, cette idée de la gratuité des musées, de la gratuité d'accès du peuple aux musées, avait été mise en avant. Et donc, cette tradition de la gratuité culturelle existait, simplement, elle a été totalement corrompue, totalement déviée par l'évolution économique récente. Et donc, ces rois coutumiers du Cameroun demandent de manière de plus en plus forte et de plus en plus large que cette gratuité se répande partout à l'intérieur donc du domaine culturel. Il faut que le peuple ait accès donc à ces œuvres culturelles. Voilà donc la deuxième notion
qui est mise en avant donc, dans le petit texte de Bertina. Vous voyez que ça va très loin dans la mesure donc, où là encore, on est dans une utopie et que Arnaud Bertina essaie de renverser totalement la table, hein, en mettant en avant donc une tradition radicalement opposée à toute l'évolution récente donc, des musées. La gratuité des musées n'existe plus aujourd'hui que dans quelques circonstances particulières, la nuit des musées par exemple, ou à l'occasion éventuelle de telle ou telle exposition, mais ce sont vraiment des cas particuliers. Hein, l'usage des musées est tout à l'inverse donc de cette gratuité d'accès du peuple au patrimoine qui est le sien. Enfin, le troisième grand problème posé par Bertina sur le plan philosophique et culturel, c'est le problème du dialogue interculturel. Le but de Bertina, c'est de remettre en question la relation asymétrique qui existe aujourd'hui entre les deux cultures, la culture occidentale et la culture africaine. Il n'y a pas d'égalité dans le dialogue, dans la mesure où il y a du côté des dominants véritablement une condescendance, une arrogance, voire du mépris vis-à-vis de la culture africaine, considérée toujours avec une certaine distance. Arnaud Bertina le montre dans son petit prologue autobiographique, et il montre que ça peut toucher même les gens bien disposés envers l'Afrique comme lui-même. Quand il va voir ce roi africain, l'amateur d'Afrique qu'il est ne peut pas s'empêcher de faire une remarque sur le caractère exotique, désuet de l'existence de ces rois coutumiers africains, et le narrateur qualifie ensuite sa remarque de bêtise. Il se rend compte de sa bêtise, de ce préjugé qui a été le sien dans ce jugement qu'il a porté sur le caractère anachronique de ces rois. Ces rois existent aussi en Europe, l'Angleterre, etc. Le préjugé se retrouve toujours dans le petit prologue autobiographique, dans le jugement esthétique porté par Arnaud Bertina sur l'œuvre d'art qui se trouve devant le palais du roi de Bangoulap, ces lions qui sont debout, c'est une œuvre d'art qui se trouve devant ce palais de Bangoulap, et le narrateur dit de ces lions, de cette œuvre d'art, que ces lions sont un peu trop sveltes, presque dressés comme des danseuses. Bon, c'est un jugement esthétique, là aussi, qu'on peut qualifier d'idiot de sa part, dans la mesure où il est heurté, ce narrateur, par le caractère non réaliste de ces lions. Il les voit un peu trop sveltes pour des lions qui sont censés symboliser la force, la puissance, etc. Et cette œuvre d'art lui paraît d'une certaine manière absurde, dans la mesure où ces lions, qui sont les symboles de la force, de la puissance, finissent par être comparés à des danseuses, c'est-à-dire au symbole de la grâce, de la beauté et au féminin. Comment est-ce que la virilité peut se retrouver donc mêlée au féminin? Ce qu'oublie simplement Arnaud Bertina, c'est que les œuvres d'art africaines, l'esthétique africaine n'est pas fondée sur le réalisme. Ce sont des formes imaginaires, ce sont des formes qui n'ont rien à voir avec la volonté de reproduire fidèlement le réel. Donc, c'est une manière bête, là aussi, de regarder ces œuvres d'art africaines. Cela relève du préjugé, cela relève de la condescendance, cela relève du certain mépris. Et on retrouve cela naturellement dans la fable, encore de manière beaucoup plus prononcée, lorsque, recevant la première lettre des rois africains, la direction du musée s'écroule véritablement de rire. Ce qu'on relève dans la lettre, ce n'est pas la demande de ces rois africains,
on se moque du style fleuri des arabesques et des camerounismes, c'est-à-dire des tours particuliers du français camerounais, au lieu de considérer que ce français de la francophonie est créatif, on considère qu'il est ridicule par rapport aux normes de la langue française de l'ancienne métropole. Et cette condescendance, on la retrouve également chez tous ces hauts fonctionnaires européens quand ils parlent de ces rois et des œuvres d'art de l'Afrique. Ces rois, les hauts fonctionnaires les appellent des rois de pacotille parce que ces rois les énervent par leurs demandes et donc ils les qualifient de rois de pacotille. Quand ils parlent des œuvres d'art africaines qui sont menacées de devoir être rendues, ils parlent de totems simiesques et des parures mitées qui se trouvent au musée du Quai Branly. Donc, ils portent un jugement négatif sur ces œuvres que pourtant le musée du Quai Branly ne veut surtout pas rendre. Ou bien ils parlent des vieilles plumes d'un perroquet de la Haute-Volta. Et cette expression est extrêmement intéressante parce que la Haute-Volta, naturellement, au moment où ces hauts fonctionnaires parlent, n'existe plus. La Haute-Volta, c'est la dénomination du Burkina Faso actuel, mais le Burkina Faso est indépendant depuis 1984, et donc il s'appelle maintenant Burkina Faso et plus Haute-Volta. Mais on voit que c'est dans la tête de ces hauts fonctionnaires, on est encore au joli temps des colonies et on appelle toujours le pays comme on l'appelait au temps des colonies. Donc, il y a donc un mépris qui est évident, une asymétrie dans la relation qui existe et qu'il faudrait changer. Lorsque demandent ces rois africains, ça n'est pas, comme ils le disent, un Nuremberg du monde colonial, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à l'Occident de se culpabiliser et de manifester de la repentance. Ce n'est pas le passé qui intéresse ces rois du Cameroun. Ce qui intéresse ces rois du Cameroun, c'est l'avenir, c'est de créer une nouvelle forme de relation, cette fois-ci à égalité, une relation d'égal à égal, de sujet égal à égal. On n'est plus dans l'état de la colonisation avec un sujet dominé et un sujet dominant. On est à égalité maintenant au temps de l'indépendance et donc il convient d'inventer, que l'Occident invente, que l'Europe invente du respect vis-à-vis de ces anciens colonisés, que l'Europe trouve une nouvelle manière de dialoguer avec ces peuples africains. Deuxième lecture d'Olivier, c'est la fin de la fable, c'est le moment où la boule de neige a vraiment grossi et où l'Europe est sur le point de basculer vraiment à la grande angoisse de tous ces hauts fonctionnaires européens, donc dans la gratuité. Décrocher le radeau de la Méduse pour l'envoyer à Bangoulap, où il serait exposé dans la salle des mariages, qui est aussi la salle du trône, où on partage la Cronenbourg de l'amitié. Cette vision fit défaillir 2 des 4 conservateurs qui avaient fait le déplacement jusqu'à Bruxelles. Au sortir de la réunion avec la Commission européenne, ils avaient décidé d'aller dîner à la Roue d'Or, près de la Grand Place, pour s'en mettre une sévère avant de remonter dans le Thalys. Mais avant même les effets de la première pinte, 2 d'entre eux donc s'étaient évanouis. J'ai retrouvé mention de ce minuscule fait divers dans un articulé de la Libre Belgique paru en janvier 2019. L'évanouissement des 2 conservateurs, l'intervention des pompiers, le fait que tout cela se sache, quand bien même la publicité faite autour de ces tractations restait épisodique et dérisoire, Le Monde, Libération et Le Figaro y consacraient une fois par an une demi-page, oscillant entre la moquerie, l'incompréhension et l'inquiétude.
rappela les négociateurs français à une colère dont ils s'étaient éloignés quand ils avaient commencé à défendre l'idée que ces fétiches camerounais étaient effectivement à l'origine aussi, en quelque sorte, des plus hautes réalisations du génie européen. L'universalisme français prend des couleurs, s'amusa le canard enchaîné. Et à défaut de pouvoir se tourner contre toute l'Afrique francophone, cette colère foudroya des Italiens, on y revient, coupables d'avoir affolé une situation déjà bien illisible. On ne savait plus qui réclamait quoi, ni qui était avec ou contre qui. La colère était unanime, mais de quoi parlait-on? Du ressentiment français à l'égard des Italiens, de celui des Italiens à l'égard des Éthiopiens, qui pourtant ne l'ouvraient plus depuis qu'on leur avait rendu ce grand truc en granit épais bien moche, ou de celui des Anglais à l'égard du reste de l'Europe britanniquement perçue comme un piège et un boulet. Envoyer au Nigérien un Gainsborough ou un Turner, you must be joking. Le fait qu'ils aient longtemps été les maîtres du Nigeria ne changeait rien à l'affaire, car sans cette satanée solidarité européenne, il n'aurait jamais été requis par cette demande émanant du Cameroun et visant d'abord le Quai Branly. Sans oublier la colère des États membres de l'espace Schengen. Il y avait quelque chose de rageant à devoir courber les chines devant un carteron de chef après avoir réussi à repousser des milliers d'individus à Ceuta, à Melilla et à Lampedusa. Ce chiffre étant à revoir à la hausse, mais en baissant la voix, des milliers d'individus s'étant noyés en 15 ans au large de ses côtes. Sans oublier la tronche des flics en charge de cette zone, qui découvraient qu'il existait une commission culture, qui se firent expliquer pendant des jours comment on avait pu en arriver là. Ils trouvèrent dans cette histoire une insupportable confirmation de tout le mépris qu'ils avaient pour les cultureux de tous les pays. Les incapables subventionnés dont ils se moquaient sans jamais les craindre avaient enfanté un monstre capable de rendre obsolètes et dérisoires des trésors de technologie. Ces merveilleuses lunettes infrarouges pour surveiller les zones frontières, ces radars et ces sonars ultra sophistiqués, ces navettes et ces frégates ultra rapides que Matra et les commerciaux de leurs armées respectives avaient vendues aux pays les moins démocratiques du bassin méditerranéen pour qu'ils retiennent leurs pauvres dans les limites de leurs eaux territoriales, etc. La Gadji, c'est donc bien eux. Et ça, c'était vraiment trop bon. Du nanan pour les heures qu'il passerait au coin du bar, hein, au bar du coin plutôt, une fois mise à la retraite. Bref, rendue furieuse par la provocation italienne, la France demanda officiellement en avril 2019 la gratuité pour tous dans tous les lieux de culture. C'était la guerre, une guerre d'usure mais bien réelle. Seuls les chefs du pays bamileke affichaient une forme de sérénité. Patois, ils constataient que tout en ayant joué avec les Blancs depuis le début de la partie, en ayant donc un coup d'avance, ils semblaient toujours surpris de la direction prise par le jeu, les négociations. La maxime « on lève un lièvre et c'est un lion » daterait de ces années-là. Puis, tout le monde était furieux, donc personne ne pouvait s'en rendre compte et nommer la chose, mais voilà, l'Europe était en train de devenir gratuite. Voilà, merci Olivier. J'en arrive donc à la deuxième partie de la conférence où je vais donc prendre un peu de hauteur, faire rentrer dans ma réflexion les deux textes argumentatifs, celui de Bénédicte Savoy et d'Arnaud Bertina, et évoquer également le rapport donc rédigé par Bénédicte Savoy et Felwinsar, en essayant de dérouler
les différents plans sur lesquels se pose le problème de la restitution. Dans ces deux textes d'accompagnement de la fable, Bénédicte Savoy, aussi bien qu'Arnaud Bertina, prennent parti clairement pour le problème de la restitution. Cette fois-ci, ils posent le problème en tant que problème de propriété et de rendu. Il faut rendre ces œuvres d'art au sens matériel du terme. Il faut que ces œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français et européens ou mondiaux regagnent donc l'Afrique quand ils ont été spoliés illégalement. Le terme de restitution ne signifie pas retour de toutes les œuvres d'art du patrimoine africain. Il y a des œuvres d'art du patrimoine africain qui ont pu être acquises légalement. On a pu les échanger, elles ont pu être données, etc. Et donc, il s'agit seulement des œuvres d'art dont on peut établir l'origine mauvaise, l'origine spoliée, l'acquisition sans le consentement donc des peuples de départ. Donc, le premier plan sur lequel on peut poser le problème, c'est le plan historique. Bon, la restitution des œuvres d'art du patrimoine africain pose à l'évidence le problème de la manière dont on considère l'ancienne colonisation. Toutes les œuvres d'art du patrimoine africain n'ont pas été acquises pendant la colonisation. Certaines ont été acquises avant et bien des œuvres d'art sont arrivées dans les musées français au Quai Branly après les indépendances du fait du marché de l'art ou du trafic de l'art africain. Mais une grande partie des œuvres d'art qui se trouvent au Quai Branly et dans les autres musées européens est arrivée en France ou en Europe pendant la période de la colonisation. Et donc, la mise en question de la colonisation amène à se poser le problème de la restitution de ces œuvres d'art. Cela doit mener à établir des enquêtes. Les musées doivent s'adonner à des enquêtes sur l'origine des œuvres montrées dans leur musée, ce que le Quai Branly donc va effectivement faire. Et donc, il faut s'enquérir de la manière dont chaque œuvre est arrivée dans le musée. Bon, ce sont des enquêtes naturellement très difficiles, très ardues, du temps à passer naturellement depuis que ces œuvres sont arrivées. Les modes d'acquisition sont extrêmement divers. Ça peut être des butins et des trophées de guerre. Ils n'ont été interdits qu'à la toute fin du XIXe siècle, et donc ça n'est pas rétroactif. Donc avant, ça n'était pas interdit, donc c'est arrivé en Europe quelquefois sous cette forme. Ces objets peuvent être arrivés en Europe sous la forme de missions officielles d'exploration scientifique. La plus connue de ces missions, c'est la mission Dakar-Djibouti en 1931-1933. La mission était dirigée par un ethnologue qui s'appelait Marcel Griaule et c'est une expédition qui a parcouru 20 000 kilomètres de Dakar à Djibouti et qui était chargée par l'État français, par l'administration française, dans l'urgence, dans la mesure où l'Afrique dite primitive était en train de disparaître sous l'avancée de la colonisation, donc était chargée de rassembler toutes les œuvres d'art qui pouvaient constituer des témoignages de cette Afrique qui était en voie de disparition. On connaît bien cette mission Dakar-Djibouti parce qu'un écrivain proche des surréalistes, Michel Leiris, a publié un livre intitulé L'Afrique fantôme, dans lequel il a raconté la manière souvent extrêmement brutale
par laquelle on s'appropriait donc ces œuvres d'art du patrimoine africain lors de cette mission. Ça a brouillé d'ailleurs Michel Leiris avec Marcel Griaule, et Michel Leiris est revenu d'ailleurs quelques années plus tard un peu sur ses déclarations en disant que les récits les plus violents restaient tout de même exceptionnels et qu'un certain nombre d'œuvres avaient été acquises donc de manière légale. Il y avait aussi les missions religieuses. Hein, quand les missions religieuses ne détruisaient pas les œuvres païennes, elles les envoyaient en Europe et il y a ainsi en France des musées missionnaires, comme à Lyon par exemple, où il y a beaucoup d'œuvres d'art du patrimoine africain. Ça pouvait être aussi des dons de particuliers, de familles appartenant au personnel administratif des colonies, des familles d'administrateurs, des familles de médecins, de fonctionnaires, etc., qui ont ramené en France ou en Europe des œuvres d'art et qui, quelques années plus tard, après les avoir léguées à leur famille, font des legs à des musées donc de ces œuvres. Et puis il y avait aussi tout le trafic des œuvres d'art. Il y a des trafiquants africains qui vendent souvent de manière illégale donc des œuvres d'art aux musées occidentaux. Donc, ces enquêtes sont extrêmement difficiles, mais elles peuvent être menées donc de manière précise. Et le principe donc du rapport publié par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, c'est que toutes les œuvres d'art dont l'enquête montre qu'elles ont été spoliées, enlevées sans le consentement des communautés d'origine, doivent être rendues. Celles dont on découvre qu'elles ont été acquises légalement, donc ne sont pas concernées par la restitution. Le terme de restitution, d'ailleurs, ne leur convient pas véritablement. La restitution, par définition même, ne concerne que les œuvres acquises illégalement. Mais du coup, ces restitutions doivent être faites sans condition, dit le rapport. Il ne s'agit pas de demander aux Africains de respecter un certain nombre de conditions pour leur rendre les œuvres d'art qui leur appartiennent. On ne va pas demander aux voleurs de voitures d'accepter de rendre la voiture qu'il a volée seulement si le propriétaire a un bon garage pour la mettre. Le propriétaire est propriétaire, il fait de sa voiture ce qu'il veut et donc il faut lui rendre donc sa voiture. Donc la restitution doit se faire donc sans restriction, sans condition. Cela relève donc du principe de la propriété. Voilà donc un premier plan sur lequel se pose le problème, le plan donc historique. Le deuxième plan auquel on vient déjà un peu de toucher, c'est le plan juridique. On a vu tout à l'heure que dans sa fable, Arnaud Bertina faisait poser le problème de la restitution des œuvres d'art au roi coutumier, non pas en termes juridiques, ils ne disent pas « nous sommes propriétaires, il faut que nous récupérions nos œuvres chez nous », ils posent le problème en termes d'accès. Bon, poser le problème en termes juridiques, c'est poser le problème non plus en termes de possession. Vous, les musées occidentaux, ces œuvres ne vous appartiennent pas, mais vous en êtes les possesseurs, vous en avez la jouissance de par l'histoire de ces œuvres, vous les avez récupérées donc par l'histoire. Et donc, sur le plan juridique, ces œuvres sont la propriété donc de ces pays africains. Mais un énorme problème se pose sur ce plan juridique, c'est le principe qui pose le principe fondateur du droit patrimonial français qui est univoque. Le patrimoine français est inaliénable. Le patrimoine appartient au peuple, les œuvres d'art qui appartiennent à ce patrimoine et les œuvres d'art africaines qui sont entrées dans ce patrimoine font partie de ce patrimoine du peuple français et ces œuvres, ce patrimoine est
inaliénable. On ne peut pas le rendre, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le restituer, etc. Il y a simplement des dérogations ou des moyens détournés sur le plan juridique pour le faire. Par exemple, il y a des cas particuliers qui ont été mis en place pour les restes humains. On a rendu récemment des crânes de résistants algériens, par exemple, ou on a rendu à l'Afrique du Sud le squelette de la Vénus Hottentote. Donc les restes humains ont un régime particulier, mais les autres œuvres d'art, il faut, pour pouvoir les restituer, les rendre, prendre à chaque fois une loi particulière. Il faut prendre une loi pour annuler l'appartenance de ces œuvres au patrimoine et pouvoir donc les restituer. Ou bien il faut faire du bricolage juridique. Par exemple, on peut, si l'on veut rendre une œuvre, on peut la prêter, par exemple pour 5 ans, renouvelable, et au bout de 5 ans, on renouvelle le prêt, et puis on ne la réclame jamais, hein, cette œuvre. Et donc, cela revient à rendre, mais tout en restant propriétaire juridiquement de cette œuvre. C'est du bricolage, mais on ne rend pas juridiquement cette œuvre. Et donc, le rapport Sarr-Savoy et les 2 textes donc, qui accompagnent la fable d'Arnaud Bertina sont, sur le plan juridique, pour rendre donc ces œuvres, les rendre à leurs propriétaires. Hein. Donc, il faut que ces œuvres rentrent dans les musées africains et il appartient à ces musées africains et à ces pays africains de se mettre en condition de garder ces œuvres, ce que ces pays africains font. Parce que l'argument souvent allégué, c'est les conditions de conservation en Afrique sont trop mauvaises, donc on ne veut pas les rendre parce que ces œuvres vont être détruites. Mais ces œuvres, elles appartiennent à leurs propriétaires. Donc les propriétaires de ces œuvres essaient de faire en sorte de les accueillir au mieux. Les demandes ne se sont pas accumulées brutalement. Le paysage muséal en Afrique est en train de beaucoup changer. C'est très inégal. Il y a des pays qui sont en mauvaise condition muséale, mais il y a des pays qui commencent à avoir des conditions d'accueil muséal beaucoup plus favorables. Et donc, il appartient aux Africains eux-mêmes de dire, dans la mesure où ces restitutions peuvent se faire dans le temps, hein, elles ne sont pas limitées dans le temps, il n'y a pas de limite dans le temps, hein, pour demander la restitution de ces œuvres. Et donc, ces œuvres, les pays africains pourront les demander leur restitution lorsqu'elles penseront être en état d'accueillir donc ces œuvres. Alors, le rapport Sarr-Savoy reste un peu ambigu sur le plan juridique, il faut bien le dire. Bénédicte Savoy dit qu'elle a bien compris que remettre en cause le principe de base du droit patrimonial serait impossible. Et donc, elle pense qu'il faut essayer d'élaborer une loi générale qui permettrait de déroger à cette loi du patrimoine sans être obligé de faire du cas par cas à chaque fois. Chaque fois qu'on veut rendre une œuvre, il faut une loi pour cette œuvre-là ou pour ce groupe d'œuvres pour pouvoir les rendre, parce qu'on ne peut pas aller contre la loi générale du patrimoine. Mais on ne voit pas très bien comment une loi générale peut être trouvée qui ne remettrait pas en cause le droit fondamental sur lequel repose la législation du patrimoine. Donc c'est un gros problème juridique donc, qui est posé donc, sur ce plan-là. Troisième lecture d'Olivier, c'est la lecture d'un passage du livre de Michel Leiris, L'Afrique fantôme, passage dans lequel Michel Leiris décrit la manière très violente et illégale dans laquelle donc un objet sacré, un fétiche sacré, ce qu'on appelle un kono, a été enlevé donc à l'Afrique lors de cette expédition Dakar-Djibouti.
on a volé 2 Konos. Donc là, Olivier va faire la lecture du vol de l'un d'entre eux. Ces 2 objets sacrés se trouvent l'un actuellement au pavillon des Sessions au Louvre et l'autre se trouve au musée du quai Branly. Et vous allez voir que c'est extrêmement violent dans la manière de faire. 6 septembre. Nous décidons d'entrer dans la cour. La case du Kono est un petit réduit fermé par quelques planches, dont une à tête humaine, maintenue par un gros bois fourchu dont l'autre extrémité s'appuie à terre. Griol prend une photo et enlève les planches. Le réduit apparaît. À droite, des formes indéfinissables en une sorte de nougat brun qui n'est autre que du sang coagulé. Au milieu, une grande calebasse remplie d'objets hétéroclites, dont plusieurs flûtes en corne, en bois, en fer et en cuivre. À gauche, pendu au plafond du milieu d'une foule de calebasses, un paquet innommable, couvert de plumes de différents oiseaux et dans lequel Griol, qui palpe, sent qu'il y a un masque. Irrité par les tergiversations des gens, notre décision est vite prise. Griol prend 2 flûtes et les glisse dans ses bottes. Nous remettons les choses en place et nous sortons. On nous raconte maintenant encore une autre histoire. Le chef du Kono a dit que nous devions choisir nous-mêmes notre sacrificateur. Et naturellement, lorsque nous voulons faire ce choix, tout le monde se récuse. Nous demandons à nos propres boys s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le sacrifice. Ils se récusent aussi, visiblement affolés. Griol décrète alors et fait dire au chef de village par Mamadou Wade que puisqu'on se moque décidément de nous, il faut, en représailles, nous livrer le Kono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à Sannes, où ils s'expliqueront devant l'administration. Affreux chantage. En même temps, Griol envoie Luten aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer immédiatement Macan avec une grande toile d'emballage pour envelopper le Kono, que ni les femmes ni les incirconcis ne doivent voir sous peine de mourir. Et 2 imperméables, l'un pour Griol, l'autre pour moi, car il commence à pleuvoir. Devant la maison du Kono, nous attendons. Le chef de village est écrasé. Le chef du Kono a déclaré que dans de telles conditions, nous pourrions emporter le fétiche. Les quelques hommes restés avec nous ont l'air à tel point horrifiés que la vapeur du sacrilège commence à nous monter réellement à la tête, que d'un bond, nous nous trouvons jetés sur un plan de beaucoup supérieur à nous-mêmes. D'un geste théâtral, j'ai rendu le poulet au chef, et maintenant, comme Macan vient de revenir avec sa bâche, Griol et moi demandons que les hommes aillent chercher le Kono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes. Emballons l'objet saint dans la bâche et sortons comme des voleurs, cependant que le chef affolé s'enfuit et à quelque distance fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de bâton. Nous traversons le village devenu complètement désert et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les hommes sont rassemblés à quelque distance. Lorsque nous débouchons sur la place, l'un d'eux part en courant vers les champs et fait filer en toute hâte un groupe de garçons et de filles qui arrivaient à ce moment. Ils disparaissent dans les maïs, plus vite encore que cette fillette aperçue tout à l'heure dans le dédale des ruelles à murs de pisé et qui a fait demi-tour, maintenant sa calebasse sur sa tête et pleurant. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en hâte au milieu de l'ébahissement général et parés d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissantes et osées. À peine arrivés à l'étape, Diabougou, nous déballons notre butin. C'est un énorme masque à forme vaguement animale,
malheureusement détérioré, et entièrement recouvert d'une croûte de sang coagulé, lui confère la majesté que le sang confère à toute chose. Troisième plan sur lequel se pose le problème de la restitution, c'est le plan de l'éthique. Le sous-titre du rapport met en avant cette dimension éthique. Le rapport met en avant la nécessité d'inventer une nouvelle éthique relationnelle entre la France ou l'Europe et les pays africains. Et donc, le problème de la restitution pose un certain nombre de problèmes éthiques. J'en signale quelques-unes de ces valeurs éthiques. La valeur de la considération. Le texte d'Arnaud Bertina, le texte argumentatif d'Arnaud Bertina, est intitulé tout simplement « Considérer ». Bon, considérer au sens de prendre en considération, hein, respecter. Hein, il s'agit de prendre le contre-pied du mépris que montrait l'Europe envers l'Afrique dans la fable évoquée tout à l'heure, ou de dépasser donc ce mépris débouchant sur la violence que l'on vient de voir dans le texte de Michel Leiris. Et donc, il s'agit maintenant que l'Europe considère, respecte, prenne en considération donc l'Afrique, sorte de ce que Arnaud Bertina appelle l'idiotie du discours de Dakar prononcé par Sarkozy en 2007 et écrit par Henri Gaïnot. Hein, vous vous souvenez de cette fameuse phrase « Le drame de l'Afrique », disait Sarkozy, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Hein. Donc, cette phrase est qualifiée d'idiote donc, par Bertina. Hein. Il s'agit donc désormais de considérer l'Afrique comme un sujet avec lequel donc, il est possible d'entretenir des rapports et de régler ce problème de la restitution. Autre valeur, l'égalité. Hein, au lieu des rapports asymétriques d'inégalité, entrer dans un rapport de partenariat, de dialogue bilatéral entre l'Europe et l'Afrique, une éthique relationnelle repensée, dit le rapport de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. Autre valeur, la solidarité. La solidarité est nécessaire dans la mesure où ces opérations de restitution sont des opérations qui vont être extrêmement coûteuses. Hein, le transport des objets d'art avec des moyens de transport particuliers, avec les assurances, etc. Tout cela va revenir cher. Et d'autre part, il faut former le personnel africain, des musées africains, le former donc pour que l'accueil de ces œuvres d'art se fasse dans les meilleures conditions. Bénédicte Savoy dit dans son rapport que les Européens doivent faire preuve de générosité, hein, et que tout cela peut se faire dans la joie de la solidarité. Hein, il y a là une aide qui peut être mise en place et qui est un élément important donc de la chose. Autre valeur essentielle sur le plan éthique, c'est la valeur de partage. Bénédicte Savoy souligne l'ironie qu'il y a chez beaucoup de dirigeants de ces musées français à parler de partage alors qu'ils ne veulent que conserver ces œuvres. Ils veulent bien partager à condition de garder dans leur musée ces œuvres, mais ils ne veulent pas que le partage se fasse à partir de la présence de ces œuvres dans les musées africains. Bénédicte Savoy rappelle qu'en 2018, le slogan de l'année du patrimoine, c'était « Le patrimoine partagé et à partager ». Hein, seulement, ce beau slogan reste lettre morte si toutes les œuvres d'art restent dans les musées européens et si les Africains ne peuvent pas avoir accès
à ces œuvres d'art ou s'il n'y a plus rien dans leur musée, donc à eux. Donc, il s'agit de rééquilibrer les patrimoines, il s'agit de restituer un certain nombre d'œuvres, pas toutes, on l'a dit tout à l'heure, hein. Bénédicte Savoy dit dans son texte « J'aime l'idée de musée partagé ». L'idée de musée partagé. Il faut que des œuvres d'art se trouvent dans les musées africains, qu'on puisse aller voir un certain nombre d'œuvres européennes dans les musées africains quand les conditions sont favorables. Et donc cela s'appellera le véritable partage. Beaucoup de directeurs de musées mettent en avant également les ressources offertes maintenant par le numérique, mais il ne s'agit pas de faire que le numérique soit disponible dans les musées africains et que les œuvres originales soient dans les musées européens. Il faut partager les choses. Le numérique peut offrir la possibilité, et la pandémie a fait faire beaucoup de travail aux musées sur ce plan-là. On peut visiter tous les musées du monde maintenant de manière absolument incroyable à la suite de la pandémie, parce que tous les musées ont été contraints de numériser leur collection, mais cela n'empêche qu'une œuvre d'art vivante est naturellement plus intéressante à voir qu'une œuvre numérique, de même qu'une conférence en présentiel est plus intéressante qu'une conférence par écran interposé. Voilà donc sur le plan éthique, donc quelques valeurs donc, que le problème de la restitution donc, peut mettre en avant. Enfin, le dernier plan en question, c'est le plan culturel et le plan philosophique. Le problème de la restitution amène à interroger philosophiquement, culturellement, un certain nombre de notions. Il s'agit de sortir du carcan de la vision européenne d'un certain nombre de notions et d'envisager un renouvellement de l'approche de ces notions culturelles. J'en donne quelques exemples. La notion de patrimoine. Ce que montre le problème de la restitution et ce que montrait magnifiquement le poème par lequel nous avons commencé, c'est que ces œuvres d'art ne sont pas simplement un patrimoine matériel, c'est un patrimoine qui fait la mémoire d'un peuple. Il faut, pour vivre dans le présent et pour construire l'avenir, qu'un peuple possède un patrimoine qui soit sa mémoire. Il ne faut pas que sa mémoire soit partout dans le monde, sauf chez lui. Et donc, la mémoire constituée par ces œuvres d'art, cette mémoire qui se confond avec le patrimoine, il faut qu'elle soit en partie présente dans ces pays. Ce n'est pas simplement pour faire organiser du tourisme que les pays africains veulent récupérer certaines de leurs œuvres, c'est aussi parce que ces œuvres définissent leur identité culturelle et qu'elles ont besoin que la jeunesse de ces pays africains puisse se construire autour de cette mémoire culturelle constituée par ces objets fabriqués par les ancêtres de ces peuples. Autre notion qu'il faut repenser, c'est la notion d'objet, d'œuvre d'art, d'objet d'art. Lorsque un objet est enlevé à son univers d'origine africain pour être mis derrière une vitrine dans un musée français, au Quai Branly par exemple, cet objet est complètement dénaturé. Il est, disent certains Africains, cet objet est tué par cette opération, dans la mesure où, dans son contexte d'origine, l'objet a une fonction culturelle, symbolique. Par exemple, un trône, c'est un signe du pouvoir, un signe symbolique du pouvoir. Ce n'est pas simplement un trône pour se mettre les fesses dessus. C'est le signe du pouvoir. Un masque africain, ça n'est pas simplement
un objet, c'est la représentation des générations d'ancêtres précédents, et donc on s'en sert lors des cérémonies familiales ou lors des cérémonies religieuses, lors des cérémonies de funérailles, par exemple. Et donc, lorsque un objet africain est mis derrière une vitrine en Europe, hein, il est considéré simplement comme un objet ethnologique, hein, il devient un témoignage d'un peuple à une époque donnée, et il devient un objet qui est purement esthétique, hein, un bel objet. Hein, le musée du Quai Branly, le reproche majeur qu'on lui a fait, c'est d'être un musée qui s'est déterminé uniquement sur la valeur esthétique des objets. Il faut de beaux objets, ce qui fait qu'au musée du Quai Branly sont exposés de beaux objets qui ne constituent pas forcément des objets fondamentaux de la culture africaine dont ils sont issus, et que, à l'inverse, certains objets africains ne sont pas exposés au musée du Quai Branly, mais restent dans les réserves du Quai Branly, parce qu'ils ne sont pas suffisamment beaux, ils ne répondent pas suffisamment aux critères esthétiques de l'Europe ou de l'Occident. On parle par exemple les masques Dogon, c'est quasiment le symbole de l'art africain. Or, les masques Dogon sont arrivés pendant la période après la période de la colonisation, pendant l'indépendance, et ils ne représentent absolument pas, ces masques Dogon, l'essentiel de la culture africaine. Simplement, ce sont des objets pour lesquels l'Occident s'est fasciné, et ce sont des objets qui ont atteint des prix mirobolants et qu'on considère comme étant les symboles de l'art africain maintenant. Alors qu'on dit qu'au musée du Quai Branly, il y a un bouclier qui ne présente rien d'exceptionnel sur le plan de la forme, mais qui est essentiel du point de vue rituel dans le peuple auquel il a été enlevé. Et donc, on voit qu'il y a là nécessité de repenser la fonction de l'objet, de reconsidérer la valeur des objets, pas seulement en fonction de la valeur esthétique qu'on leur accorde ou de la valeur ethnologique qu'on leur apporte. Il s'agit de resocialiser en quelque sorte donc l'objet. Lorsqu'il retourne dans les sociétés d'origine, ces objets reprennent une fonction qui n'est pas forcément la valeur qu'ils avaient avant de partir, mais ce sont des objets qui prennent un autre sens que derrière la vitrine du musée, donc du quai Branly. Autre notion qu'on peut repenser, c'est la notion de musée. La notion de musée est une création occidentale, hein, c'est une représentation occidentale bien particulière, et donc le musée est conçu comme un espace dans lequel on centralise, on enlève ailleurs et on centralise, et on va conserver à coup de technologies de plus en plus raffinées les objets qu'on rassemble là. Et donc, là aussi, il faudrait peut-être, à partir de l'Afrique, reconsidérer, repenser cette institution muséale. Par exemple, l'idée qu'un musée doit conserver de manière éternelle, de manière quasi sacrée, les objets, éviter leur dégradation. La hantise du conservateur, c'est que l'objet qui est là se dégrade. Alors, ça c'est Arnaud Bertina qui développe cette idée très intéressante dans son petit texte Considéré. Arnaud Bertina dit que l'Occident est obsédé par l'idée de la mort. La mort, c'est la hantise totale, et donc il y a là quelque chose de véritablement mortifère dans la pensée. Arnaud Bertina parle d'un film de Chris Marker et Alain Resnais qui s'appelle « Les statues meurent aussi ». Et c'est un film dans lequel il est montré que les objets font partie du cycle de la vie et de la mort. Et les Africains considèrent les objets sous cette forme-là. Un objet, ça n'est pas quelque chose à conserver indéfiniment et éternellement. Et
il ne faut pas forcément déployer une technologie incroyable pour conserver cet objet. Un objet, les Africains acceptent qu'il meure. Par exemple, les masques des ancêtres, on les change. Les masques représentent les générations précédentes des ancêtres, et quand on s'éloigne des générations, eh bien, on change donc les masques des ancêtres. Donc, un masque, ça n'est pas un objet sacré, c'est quelque chose qui a une fonction et qui peut changer, qu'on peut remiser et qu'on peut en construire un autre, en fabriquer un autre, donc parce qu'il a d'autres valeurs dans la société. Arnaud Bertina évoque également la représentation totalement de la réparation des objets. En Occident, on essaie de réparer l'objet de manière donc à occulter la marque qu'a pu avoir cet objet. On a vu le problème de Notre-Dame de Paris, il faut reconstruire à l'identique, il ne faut surtout pas que ça change, etc. Alors qu'en Afrique, la réparation de l'objet, très souvent, se fait de manière beaucoup plus ludique. On joue avec la partie de l'objet dégradé, on la montre, la dégradation de l'objet, et on en fait éventuellement quelque chose d'esthétique de la réparation que l'on a faite. Donc, on a vis-à-vis de l'objet une attitude totalement différente, et donc on aboutit à une autre vision donc de l'objet. Donc voilà quelques-unes des notions culturelles qui peuvent être envisagées tout à fait différemment à partir du moment où l'on accepte donc un nouveau dialogue, où l'on accepte de rentrer dans le point de vue d'autrui, d'accepter de considérer la manière dont autrui, l'Afrique, peut voir les choses, de manière donc à les réenvisager de manière tout à fait différente. Alors, quatrième et dernière lecture d'Olivier, c'est la lecture d'un extrait du texte d'Arnaud Bertina, donc intitulé « Considérer ». Interrogé cette semaine-là par une journaliste qui se sera souvenue de cette fable publiée 3 ans plus tôt, j'ai argumenté en faveur de la restitution de ces œuvres ou objets en écartant la question incontournable pour certains de la conservation de ces objets promis à la restitution dans leur pays d'origine. Ces pays africains garantissent-ils de bonnes conditions de conservation, aussi bonnes que dans nos musées européens? Non, donc on ne les rend pas. Ces objets mourir ou est-ce interdit? Peu de temps après la publication de cette fable, j'ai regretté de ne pas avoir poussé plus loin la description de la morbidité européenne. La morbidité, qu'est-ce que c'est? Non pas la mort, mais le fait d'être obsédé par elle et de tout faire pour l'évacuer, jusqu'à ne plus vivre du tout. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de le faire sur un autre plan de parole. On ne saurait imposer notre norme muséale. Si l'on rend, c'est pour de vrai, sans conserver de droit sur ces objets. Tel tambour sera restitué signifie qu'il sera rendu à ses conditions d'apparition et à la vie qui aurait été la sienne si les Européens ne se l'étaient approprié. Un totem sculpté par un artisan pour la chefferie a une fonction magique ou religieuse, à la façon d'une Pietà sculptée par Michel-Ange ou peinte par le Titien. Dans l'Europe déchristianisée du XXIe siècle, ces œuvres ne rejouent plus la présence réelle. Elles sont regardées comme des œuvres d'art qui intéressent l'histoire de la peinture occidentale et non la ferveur religieuse ou les convictions de l'artisan. Or, il suffit de voyager aujourd'hui en Afrique subsaharienne et en Afrique centrale pour constater que la question de la magie reste incontournable, y compris dans les grandes villes. La fonction magique de certains objets, de telle ou telle personne, ou l'explication d'une tempête, d'une révolte par des traits magiques, tout cela continue de faire bon ménage à d'autres types de relations aux objets ou aux phénomènes,
plus rationnelle, plus occidentale ou moderne, mais non point plus pertinente ou digne d'attention. Notre médecine aussi est l'objet de croyances et les vérités scientifiques d'hier, pourtant affirmées avec autorité, ne sont plus celles d'aujourd'hui. On aimerait bien leur vendre quelques vitrines de musées à ces sauvages, mais il faut renoncer aussi à ce petit dédommagement si l'on restitue des objets investis d'un pouvoir magique à des populations pour lesquelles ils permettent encore de lire le monde. Ils étaient silencieux dans nos vitrines, malgré les cartels savants. Nous les regardions comme des bizarreries décoratives ou ébouriffantes. Oh, regardez l'énorme zizi, mais sans plus les entendre nous parler du monde qu'un tableau du Caravage, la mort de la Vierge par exemple, dont on peine à comprendre aujourd'hui pourquoi il fit scandale et fut refusé par le couvent qu'il avait commandé. Or, certains spécialistes, on ne sait plus lire les signes de ce christianisme dont on nous demande d'être si fiers, lequel serait, nous dit-on, notre identité exclusive, non négociable, nos racines, disent les violents. Mais eux-mêmes se mélangent les pinceaux au moment de distinguer étole et chasuble, pardon et rédemption, ordre établi et foi religieuse. Ils étaient silencieux, ces totems, ces portes, ces troncs sculptés, et ils retrouvent la parole. Dans la vie d'une œuvre ou d'un objet, c'est un moment extraordinaire. Ils retrouvent la parole et un halo, un rayonnement, c'est-à-dire un pouvoir. Il n'est plus exotique. Le pittoresque, c'est la guerre, écrivait Jean-Paul Sartre. Il rejoint la ferveur. Dans un roman très surprenant, L'origine du monde, paru en 2001, Rezvani mettait en scène un personnage, Bergame, habitant les combles du Louvre, descendant la nuit dans les salles vides pour rajouter un arbre sur un tableau de Corot, un ange sur un Bellini ou un cheval sur un Delacroix. Il ne sait pas peindre du tout, mais le saccage a une vertu selon lui, où le musée fige, étouffe et tue. Bergame met les œuvres en circulation en les continuant. Il les rend à la vie. Restituer les œuvres qui ont été volées au pays qui les réclame, tout en donnant l'assurance indispensable que les oligarques ne se les accapareront pas, c'est les rendre à la vie, à la ferveur. Merci Olivier. Pour conclure, deux faits pour essayer d'envisager le futur de ce débat autour de la restitution. Premier fait, l'année dernière, la présidence du Quai Branly a changé. Stéphane Martin, qui était à la tête du Quai Branly, donc a pris sa retraite et a été nommé à la tête du Quai Branly, du musée du Quai Branly, donc un Kanak, Emmanuel Casarero. Donc c'est la première fois qu'une personne de la diversité est nommée donc à la tête de ce musée. Donc on voit que les choses bougent quelque peu. Bon, même si Emmanuel Casarero n'est pas un restitutionniste forcené, il est partisan de la restitution de certaines œuvres, mais il est partisan surtout de la notion d'objet ambassadeur, c'est-à-dire d'objet établissant des liens par le partage, par la circulation, et sa position donc rejoint grandement la position développée par les rois du Cameroun, évoquée par Arnaud Bertina dans sa fable. C'est par le partage que l'on pourrait donc essayer de régler ce problème. Sa position rejoint celle d'Audrey Azoulay, l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande, qui est aujourd'hui à la direction de l'UNESCO. Audrey Azoulay pense que poser le problème de la restitution en termes de propriété, en termes juridiques, emmène dans une impasse. On n'arrivera jamais à régler le problème ainsi. Et elle est
pour le partage, pour la circulation des œuvres, et on en est encore loin, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, multiplier les échanges, accélérer la politique patrimoniale, la politique culturelle d'échange, donc entre l'Europe et l'Afrique. Deuxième fait que je voudrais signaler, bon, je ne sais pas si vous y avez prêté attention dans les circonstances actuelles, mais durant le mois de décembre, la France a fait voter une loi, c'était le 17 décembre, je crois, concernant des œuvres d'art du trésor d'Abomey, donc que la France a rendu au Bénin, et on a rendu également un sabre, le sabre d'Omar Tall, au Sénégal. Il y a eu pour ces restitutions un débat donc assez violent entre le Sénat et l'Assemblée. On a voté une loi particulière concernant ces objets parce que depuis le rapport Sarr-Savoy, rien n'a été fait pour élaborer une législation générale pour la restitution. Donc le Code du patrimoine vaut toujours, et donc actuellement, pour restituer des œuvres d'art, comme aucune loi n'a été votée, comme le demandait le rapport, eh bien, on en est toujours au cas par cas, on en est toujours à la nécessité de faire voter des lois de circonstance pour sortir du patrimoine français tel ou tel objet qu'on veut rendre et les restituer donc au peuple d'origine. Le problème, par conséquent, n'est pas réglé. Un certain nombre de pays africains réclament des œuvres ou les réclameront lorsqu'ils seront en état de les accueillir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le paysage muséal change beaucoup en Afrique, hein, et donc le Tchad, par exemple, réclame 10 000 objets, l'Éthiopie 3 080, Madagascar réclame l'intégrité de ses biens, la Côte d'Ivoire 148. Donc, les 5 ans que voulait Macron pour restituer un nombre d'œuvres d'art conséquent, ce délai ne sera à l'évidence pas respecté, et le problème donc des restitutions reste largement pendant. C'est un problème qui n'a pas été réglé sur le fond, sur le plan juridique. Voilà, merci pour votre attention. Je suis prêt maintenant.